Bonjour, moi je suis Bernard Cardeva. Récemment j'étais directeur cyber chez Enedis. J'ai quelques décennies de sécurité informatique puis de cyber à mon compteur. Mais comme je dis toujours, on va gagner du temps. Vous pouvez interroger tous les moteurs de recherche et toutes les intelligences économiques. Bon, vous pouvez leur confier 80% de taux de confiance. Vous y verrez pas tout, mais vous y verrez l'essentiel. En tout cas, vous y verrez ce que moi j'ai envie que vous voyez. Voilà. On peut commencer. Donc le fameux passage en COMEX, c'est un prépondérant relativement classique. Et à chaque fois, on se demande en tant que RSSI ou CISO, j'imagine qu'il y en a un certain nombre qui se sont demandé. Vous m'entendez bien? Non, j'ai dû appuyer sur le... Ouais. J'ai éteint, excusez-moi. Qu'est-ce que je vais raconter au COMEX? Qu'est-ce que le COMEX va attendre en fait, de moi? Donc déjà, le premier point, c'est de se demander finalement comment je peux connaître mon COMEX. Est-ce qu'il y a, Bernard, des COMEX spécifiques? Et s'ils sont tous pareils, comment est-ce qu'on peut les distinguer au final? Alors, dans ma longue expérience, j'ai été amené à rencontrer un certain nombre de COMEX. Donc la première chose, la première différence des COMEX, c'est savoir est-ce qu'il y a autre chose au-dessus du COMEX. Il y a un certain nombre de structures où le COMEX est la plus haute instance collégiale de décision, et puis il y a des organisations où il y a un conseil de surveillance, où il y a autre chose encore au-dessus. Donc moi j'ai l'habitude de dire qu'en fait, pour bien prendre connaissance de son COMEX, il faut comprendre ce que c'est que l'agenda collectif du COMEX et comprendre l'agenda des différents membres du COMEX. C'est comme une équipe de foot professionnelle, il y a des enjeux collectifs et puis il y a des enjeux individuels. Donc non, tous les COMEX ne sont pas identiques. Bon, bien évidemment, les RSSI savent bien qu'il y a des degrés de maturité différents. Sachant qu'aujourd'hui, je pense qu'il est rentré quand même relativement dans les mœurs que le numérique, le digital, sert la stratégie d'entreprise et que donc la confiance dans cette transformation numérique et digitale doivent être pris en charge au niveau du COMEX. Alors en fait, pendant des années, on a prêché pour que la cybersécurité devienne un sujet de direction générale. En 2025, on y est. Les enjeux cyber sont maintenant parmi les sujets qui sont adressés par les COMEX. C'est même la deuxième source d'inquiétude quand on regarde un certain nombre d'études sur les risques redoutés par les instances dirigeantes. Donc on a du digital, on a du numérique un petit peu partout. Bon, forcément, dans la foulée, il y a la confiance numérique qui doit venir avec. Et puis, on va en reparler, il y a toute la pression des régulateurs qui fait qu'aujourd'hui, de gré ou de force, un COMEX ne peut plus ignorer la dimension numérique de l'activité de son organisation et par là même de la sécurité qui va avec. Dans le COMEX, clairement, on a deux membres qu'on connaît bien, c'est-à-dire le DAF et le DSI. Ces gens-là ont clairement des attentes différentes. Aujourd'hui, un DAF va plutôt être dans une optique de maîtrise budgétaire, un DSI dans la production, dans le déploiement de sa roadmap. Comment on peut se positionner justement un RSSI ou un CISO par rapport à ces types d'attentes qui peuvent être un peu contradictoires? Alors, dans la typologie des COMEX, il y a des COMEX où le DSI n'est pas au COMEX. En général, dans ces situations-là, le DSI est raccordé, rattaché, subordonné à quelqu'un qui va travailler sur la performance, et lui ne siège pas au COMEX. Lorsque le DSI est au COMEX, c'est un peu plus facile pour le RSSI. Et puis il y a des COMEX où en fait le numérique est multi-représenté. C'est-à-dire qu'il y a le DSI, qui est souvent vu comme le chef de l'informatique. Ça c'est en ancien franc, quand on parle en ancien franc. Mais il y a aussi le Chief Data Officer, mais il y a aussi celui qui est en charge du développement du numérique. Donc ça commence à faire beaucoup de personnes qui parlent du digital auprès des instances dirigeantes. Alors ensuite, à la fois le DSI et le DAF, ils poursuivent des objectifs communs, et puis mais des déclinaisons qui peuvent être un petit peu différentes.
C'est-à-dire tout le monde dans l'entreprise a pour objectif de rentrer dans le budget autorisé, dans le budget prévu, dans le budget possible. Et le DSI va être là pour faire au mieux avec les capacités budgétaires qu'on va lui attribuer. Alors bien évidemment, vu d'un DAF, le numérique, ça coûte toujours trop cher. Bon, vu d'un DSI, la sécurité, ça coûte toujours trop cher. Bon, et vu d'un CISO, il faudrait toujours en mettre un peu plus. Je pense que personne n'a la vérité, mais que tout le monde en a une partie. Je pense que ce que tu dis là, il y en a beaucoup qui doivent se retrouver, qui se disent, mon Dieu, quel euphémisme. Donc du coup, concrètement, qu'est-ce qu'il y a de neuf sur 2025? Parce que tu dis que le numérique, c'est effectivement un sujet top management, COMEX, direction générale. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a un état de la menace qui est plus élevé que jamais, notamment en lien avec les tensions géopolitiques internationales. Il y a un contexte réglementaire, DORA, NIS 2, FERA, on ne revient pas dessus. Moi, mon sens, c'est que la responsabilité du CISO, du RSSI là-dessus, c'est de faire d'accompagner une mise en conformité, on va dire, adaptée, progressive et raisonnable. Voilà, il y a un certain nombre de sujets. Qu'est-ce que tu peux nous partager par rapport à ton expérience, notamment Enedis, sur ces éléments-là? Alors, je vais faire un partage, pas uniquement avec ma maison Enedis, mais de manière plus globale. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf en 2025? Ben, en fait, je vais peut-être vous décevoir, mais au final, pas grand-chose. En 2024, on aurait pu parler des JO, donc ça c'était bien. Bon, alors 2025, quand on se creuse la tête, on dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon, bien évidemment, le contexte géopolitique a beaucoup bouleverse un peu la donne, mais il n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'élection du nouveau président des États-Unis. Ce qui est nouveau, c'est le fait qu'il déclare un plan-programme de 500 milliards pour l'intelligence artificielle. Ce qui est nouveau, c'est que même un acteur industriel puissant aux États-Unis voit son cours de bourse qui chute totalement parce qu'il y a l'IA chinoise qui arrive. Et dans tout ce méandre, il y a quand même des choses qui continuent. C'est-à-dire qu'en Europe, on est dans la stabilité. C'est-à-dire que nous, on continue à faire des règlements. En France, on va continuer de surtransposer les règlements européens. Donc là-dessus, rien de nouveau sous le soleil. Ou j'allais dire, rien de nouveau sous les nuages. D'accord? Alors maintenant, au-delà du côté un peu corrosif, bon, 2025, la préoccupation, c'est justement de voir arriver cette espèce d'orage que tout le monde appelle le NIS 2, et donc les directions générales qui sont assaillies de questions par rapport à la mise en conformité réglementaire, elles regardent ça d'un œil un peu goguenard en disant bon, combien ça va nous coûter et à quoi ça va nous servir. Donc là, le rôle du CISO, du RSSI ou du directeur cyber, ça va être de trouver le meilleur chemin pour mettre en place une application raisonnée de la réglementation. Ce qui est nouveau en 2025, c'est qu'il y a de plus en plus de mes pairs qui osent dire on va faire une application raisonnée et raisonnable de la réglementation. Il y a quelques années, ce n'était pas entendable, c'était je suis conforme ou je ne suis pas. Ça demeure vrai pour certaines réglementations, notamment les réglementations du domaine financier, mais une réglementation comme NIS 2, la nouveauté pour 2025, c'est qu'il va falloir la digérer suffisamment pour l'appliquer au mieux des intérêts de l'entreprise ou de l'organisation. Ça, c'est nouveau. Ce que tu dis, si je résume en 3 mots, c'est qu'un RSSI CISO est sur un exercice à 3 pattes, c'est-à-dire protection, conformité et coût. Alors oui, complètement. Et ces trois pattes, moi j'ai l'habitude de le résumer en disant le CISO, il est là pour aider, pour permettre à l'entreprise de prendre des risques dans le champ numérique. Alors c'est une prise de risque, cette prise de risque, elle est opérationnelle, elle est technique, elle est financière et elle est aussi réglementaire. Et ça veut dire qu'il faut ouvrir les chakras et un CISO ne peut plus se réfugier derrière la réglementation ou derrière telle ou telle norme. Il doit maintenant incarner la capacité de l'entreprise à faire face à la situation. D'accord. Et du coup, alors, il doit incarner, c'est très clair, mais comment il fait le CISO
ou le RSSI, pour accompagner justement les membres du COMEX. Si je fais un parallèle avec un DAF, qui va accompagner les membres du COMEX, le DAF il est honneur, il est propriétaire du processus d'élaboration budgétaire, mais que ce soit un DSI, un directeur des achats, un directeur de production, ils ont tous bien conscience que c'est leur propre budget qu'ils doivent définir en amont et le suivre. Je n'ai pas tout à fait le sentiment que vis-à-vis du risque numérique cyber, un directeur, les différents directeurs métiers ou support s'approprient tellement, à date en tout cas, ces niveaux de risque. Alors, la situation est en train de changer progressivement. C'est-à-dire que l'on constate qu'il y a maintenant la notion de propriétaire du risque. Avant, il y avait un responsable qui était plus ou moins fusible, plus ou moins de luxe, qu'on appelait le RSSI. Aujourd'hui, la maturité collective fait que chacun est en train de prendre conscience que dans ses activités, il y a une part numérique et que chacun porte quelque part une partie du risque numérique. Typiquement, quand on prend l'exemple des données à caractère personnel, tous les responsables de traitement, qui ne sont pas dans la fonction informatique, mais qui vont être dans les fonctions métiers, prennent conscience qu'ils ont une part de responsabilité, une part d'acceptation du risque qui leur revient. Donc à partir de ce moment-là, on comprend que dans un COMEX, puisque c'est le sujet, chaque membre du COMEX, sur son segment, il y a une part de risque numérique qu'il va devoir assumer. Et le rôle du RSSI, c'est de dire, moi je vous aide et j'accompagne pour, au titre du bouclier cyber, gérer le risque collectif, le risque numérique collectif. Par contre, chacun des métiers, vous avez en responsabilité une partie du risque, celui qui vous est spécifique. Donc, deux notions, le risque individuel, le risque unitaire et le risque collectif qui est de la responsabilité du RSSI. Et dans les grandes organisations, ça ne suffit pas parce qu'il y a aussi le directeur des risques qui va devenir un nouvel interlocuteur de la fonction cyber, c'est la direction des risques. Donc si je prends un exemple concret, tu me dis qu'un directeur marketing va comprendre que c'est lui le propriétaire du risque sur la fuite du fichier client. Alors, bon, typiquement, le directeur du marketing, il va comprendre que c'est lui le propriétaire des risques, par exemple, de toutes les informations qui sont collectées en préparation de la campagne marketing. C'est lui aussi, souvent, qui va être le propriétaire des risques de la notoriété numérique qui peut être attentée, qui peut être altérée si l'image n'est pas correctement protégée. Donc lui, ça va lui venir, c'est pas celui qui a le segment le plus important, mais même lui, il en a. Même lui, il en a. Donc ça veut dire que les métiers quelque part ont des responsabilités verticales sur des cas d'usage spécifiques de l'entreprise. Et par contre, le RSSI, il fait quoi du coup? Lui, il est responsable, quelque part, de cette production quand même bout en bout, du cadre de gouvernance commun, et d'apporter un socle. Il est quand même là pour les aider. Alors, en fait, quand on dit le RSSI, quelle que soit son appellation, il y a différents labels, etc. En fait, c'est quelqu'un qui va incarner tout le domaine. Et en fonction des organisations, il va y avoir des déclinaisons. C'est-à-dire, soit on va avoir le RSSI isolé, tout seul, d'autres qui vont être à la tête de véritables verticales métiers sur la prise en compte de la sécurité numérique. Donc le RSSI, le RSSI 2025, c'est un être un peu hybride. C'est-à-dire que c'est à la fois un stratège, c'est à la fois un communicant, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de parler avec les opérationnels. Et ce qui est nouveau, c'est que c'est quelqu'un qui, le plus souvent maintenant, a la responsabilité d'une chaîne de traitement numérique. C'est toute la chaîne de défense en profondeur. In fine, c'est lui qui ça arrive dans sa manette. Donc là, si je résume ce que tu viens de dire, j'emploie une expression qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis quelques années, c'est quand même la notion de business partner. C'est-à-dire être en capacité à parler le langage du COMEX, c'est-à-dire la stratégie, les coûts, la projection d'entreprise, et pas uniquement un expert technique ou une fonction support. Alors en fait, c'est d'une certaine manière le RSSI, mais le plus souvent c'est le directeur cyber, peu importe l'appellation. En fait, c'est le business partner qui va lui adresser le segment de la conscience numérique. Et donc il va devoir amener de la valeur aux autres
pour leur permettre d'avoir un niveau d'assurance raisonnable par rapport au niveau de sécurité dont ils disposent. Donc lui, son apport de valeur, c'est faire en sorte que l'entreprise ou l'organisation dispose du niveau de sécurité numérique suffisant, acceptable et suffisant. Et c'est comme ça qu'il amène sa valeur. Et pour les onboardés, je pense qu'on a besoin de quick win. Et je pense à un point sur l'assurance cyber et notamment les primes associées. Alors, l'assurance cyber, pour le coup, il y a une véritable évolution du monde de l'assurance cyber. C'est-à-dire qu'on est passé en quelques années de quelque chose qui était juste l'assurance de la perte d'exploitation, avec maintenant des nouveaux assureurs qui amènent un package complet. Je m'explique. Les nouveaux assureurs, je ne citerai pas de nom, mais c'est souvent des jeunes pousses d'ailleurs, amènent un certain nombre de services pour finalement mesurer le niveau de confiance cyber, le niveau de maîtrise cyber de leurs clients. Ils ne le disent pas comme ça. Mais dans la fourniture, bon, bien sûr, il y a du ranking, mais il y a aussi des services techniques comme par exemple analyser la sécurité des Active Directory, challenger les surfaces d'attaque externes, faire des tests de phishing. Tout ça aujourd'hui, ça arrive dans le package de la cyberassurance. Et donc, indirectement, j'anticipe sur la question suivante, il va dire, mais alors le RSSI, il fait comment? C'est-à-dire, bon, d'un côté, il achète des campagnes de phishing, mais son assureur le fait aussi. D'un côté, il achète de la sécurisation de son Active Directory, mais il l'achète aussi avec une autre technologie. Ben, le rôle, et c'est là-dessus que le RSSI va être challengé par le COMEX, c'est de dire, c'est quoi le meilleur choix dans tout l'empilement? Qu'est-ce que tu retires et qu'est-ce que tu utilises au mieux? Est-ce qu'il n'y a pas du double emploi? Donc on a maintenant une nouvelle facette du métier du RSSI, c'est l'amélioration de la performance. Et comme tout business partner, il va être challengé par son COMEX pour savoir s'il est opérationnellement performant. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de doublon? Est-ce qu'il fait bien les économies d'échelle? Est-ce qu'il n'y a pas de trou dans la raquette? C'est vrai qu'il y a des exemples concrets, par exemple, l'éditeur de solutions en fait, qui se recouvre sur des périmètres plus ou moins directs. On voit bien ce que tu veux dire, mais j'aimerais revenir sur un point important, c'est la notion de challenge. Aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, par rapport à l'expérience que j'ai, les RSSI ou les CISO, accepter d'être challengé en soi, je pense que c'est un vrai sujet, une vraie transformation de posture aussi de ce rôle-là, parce que c'est pas forcément évident, et je trouve qu'on n'a pas forcément habitué à ça. Alors, effectivement, c'est une nouvelle posture. Donc tout à l'heure, tu parlais du stress, du passage en COMEX. Donc c'est une opportunité, c'est une menace, je ne vais pas vous faire le coup du SWOT, on peut le sortir à chaque fois. Pour autant, désormais, le RSSI, c'est plus l'expert technique. Désormais, il parle le langage du COMEX. Et donc, désormais, il est challengé par le COMEX. Ce qu'il faut voir, c'est que l'aboutissement du positionnement du RSSI, c'est lorsqu'il y a une forme de dépossession d'une partie de ses activités. Donc, à partir du moment, la contrepartie, c'est d'accepter d'être challengé, de rendre des comptes sur son efficacité, de rendre des comptes sur sa bonne gouvernance du capital humain, c'est rendre des comptes. C'est-à-dire qu'on passe du statut d'expert, du sachant, de l'oracle que l'on va consulter, à quelque chose où il y a une vraie responsabilité au sens partenarial et un vrai domaine d'activité sur lequel il faut rendre des comptes. Et le passage en COMEX, ben, c'est parfois le moment où il faut aller rendre des comptes de l'efficacité. Est-ce que du coup 2025 ne serait pas l'année du dialogue tout simplement entre RSSI et COMEX? Alors en fait, ce qu'on peut dire, c'est que désormais, compte tenu du fait qu'il y a de plus en plus d'attaques, que les différents COMEX sont bien concernés parce qu'il y a une attaque en interne ou parce qu'il y a des attaques chez des structures avec qui ils sont proches. Aujourd'hui, il y a une facilité de dialoguer avec son COMEX.
Alors, est-ce que 2025, c'est le début du dialogue? Je dirais non, parce que ça a commencé il y a déjà un petit moment. Est-ce qu'on va vers un renforcement du dialogue? Oui. Pourquoi? Parce que à partir du moment où dans les préoccupations du COMEX, la sécurité numérique est le deuxième critère, oui, il y a forcément un dialogue qui va s'installer. Merci. Du coup, est-ce qu'on peut parler un peu quelque part on voulait aussi partager avec vous des éléments un peu concrets sur comment mettre en place une gouvernance efficace entre un RSSI, un CISO ou un COMEX. Donc clairement, on parle de comitologie à mettre en place. On voit souvent des co-strats dans les entreprises ou des comités de pilotage sécurité. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur, surtout peut-être, selon ta vision, la fréquence nécessaire, qu'est-ce qui peut être bon, moins bon, et quelque part un peu les membres? Est-ce qu'il doit y avoir des membres du fameux COMEX dans le co-strat cyber? Alors, là, on rentre dans des logiques, quelque part, la tactique du RSSI, qui va être finalement d'embarquer un sous-ensemble du COMEX. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Et donc ça, il va pouvoir le faire au travers d'une comitologie particulière. Son objectif, c'est d'avoir non pas un, mais plusieurs sponsors au sein du COMEX, qui n'est pas que le DSI, mais il va avoir par exemple le secrétariat général, il peut avoir la direction des ressources humaines. Donc en fait, au travers de cette comitologie, il va pouvoir partager avec un certain nombre d'acteurs qui sont plus prépositionnés et qui sont plus actifs dans le domaine du numérique. Bon, typiquement, dans son comité stratégique, tu ne vas pas avoir forcément le directeur du marketing. Non. Par contre, si tu peux avoir un représentant de la direction financière, c'est top. C'est compliqué, mais c'est top. Pour autant, tu auras normalement les grands donneurs d'ordre métiers qui sont consommateurs du numérique. Ceux-là, il faut les embarquer dans le comité stratégique. Et puis, le comité stratégique, c'est un peu le terrain d'entraînement ou la chambre d'appel avant de passer au COMEX. C'est-à-dire que dès une telle comitologie, tu sais ce qui va passer vis-à-vis de ton COMEX, tu sais là où le COMEX va t'attendre, et tu sais également, finalement, qu'est-ce que tu vas pouvoir amener à chacun des membres du COMEX. C'est un peu comme l'exercice avant la crise réelle, si je résume. Alors en fait, c'est aussi, avec plein de guillemets, une telle instance, c'est aussi un peu un laboratoire. C'est-à-dire le RSSI va pouvoir tester de nouvelles approches, il va voir quel est l'écho des métiers, et là il a en vase clos, sans aucune hostilité, etc. Et c'est lui qui cadence les sujets et les réflexions. Donc la fréquence, la bonne fréquence, c'est, je dirais, ça dépend des rythmes de l'entreprise. Il y a des entreprises où les COMEX se réunissent toutes les semaines, et il y en a d'autres où ils se réunissent tous les mois. De toute façon, il y a un certain nombre de passages obligés. C'est-à-dire que quand le RSSI va préparer son budget, à un moment donné, il va falloir qu'il aille le défendre. Et souvent, ça va se terminer, ça va se faire devant le COMEX. Donc il n'y aura pas que le DAF, il y aura aussi les autres. Et là, quand il va pouvoir démontrer l'apport de valeur pour chacun des sponsors, pour chacune des lignes métiers, son budget sera plus facile à défendre. Pour autant, quand derrière il sera challengé, il devra expliquer comment il a respecté ses engagements. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit bien que la gouvernance cyber qui est incarnée par le RSSI, en lien avec le COMEX, doit suivre forcément le processus d'élaboration budgétaire et surtout le suivi, qui sont en capacité de démontrer la maîtrise de la consommation. C'est-à-dire autrement, si on consomme 80% au bout du deuxième mois, forcément c'est pas bon. Alors, donc là où en tant que business partner il est attendu, c'est à la fois la vision de planification, c'est-à-dire voilà les engagements budgétaires qu'on va utiliser sur les 2 ou 3 prochaines années, et voilà comment on maîtrise la consommation, à savoir que la consommation, on va la rendre la plus linéaire possible. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le RSSI, maintenant, il a une dimension pilotage économique, pilotage budgétaire,
qui ne cesse de se développer, qui ne cesse de se renforcer. Alors qu'avant, c'était assez simple, hein. Il y avait la courbe de Gauss à la fin du printemps, et puis l'exercice budgétaire se bornait à dire je consomme tout, j'achète tout en une fois. Ça, c'est fini. C'est fini parce que, ne serait-ce que parce que dans toutes les organisations, il y a des reprévisions budgétaires. Donc c'est un pilotage au long cours. En fait, ce que tu dis là, si je traduis dans mes mots, c'est qu'il faut que le RSSI, le CISO, gagne la confiance, quelque part, du COMEX dans la maîtrise de son budget. Alors, je pense que c'est l'un des éléments de légitimation et d'incarnation. C'est-à-dire que chacun des business partners, il a en responsabilité la bonne gestion de la capacité budgétaire qui lui est allouée. Il n'y a aucune raison que ce soit différent pour le responsable de la sécurité. Donc lui aussi doit donner les garanties et doit démontrer qu'il pilote bien son budget. Alors ça, je comprends bien, mais moi j'ai une interrogation sur un point précis. C'est-à-dire que pour gagner la confiance, il faut qu'ils arrivent à dialoguer, on l'a dit, donc il faut qu'ils arrivent à se comprendre. Moi je n'ai pas le sentiment aujourd'hui, en tout cas, parce que je travaille effectivement avec un certain nombre de clients variés, dans des secteurs différents, avec des tailles d'entreprises différentes, que les COMEX, les top management, comprennent vraiment la matière. Parce qu'on souvent leur présente des radars de maturité où ils ne comprennent pas grand-chose. Ce qu'ils veulent savoir au mieux, c'est le benchmark sectoriel des petits copains. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une logique quelque part de simplification du sujet, d'explication? Moi par exemple, ce que j'aime bien, c'est l'analogie d'une cyberattaque avec un cambriolage, pour expliquer que voilà, le cycle de vie, comment ça marche. Alors, là encore, la situation elle évolue lentement. Enfin, ça pourrait aller, ce que je veux dire, c'est que ça pourrait aller plus vite. Bon, en réalité, il faut réussir à parler le langage du COMEX. C'est-à-dire que les radars de maturité, c'est très bien, mais c'est bien pour nous, la communauté cyber. Mais quand le RSSI arrive devant le COMEX et qu'il est tout seul à montrer son radar maturité, bah les autres ils disent ok, c'est quoi la grille de lecture là? Comment je digère le radar de maturité? À l'inverse, si on a des indicateurs qui montrent, et ça je pense que c'est indispensable, c'est-à-dire au lieu d'avoir des indicateurs statiques, un COMEX il faut lui parler en dynamique. On doit lui montrer comment on améliore la situation. Et typiquement, le COMEX, ce qu'il va comprendre, alors les COMEX, sans que ce soit réducteur, ils ont besoin de digérer des quantités d'informations qui sont monstrueuses. Pour digérer les quantités d'informations qui sont monstrueuses, ils ont besoin d'avoir des restitutions qui permettent la lecture rapide. Et typiquement, bon, souvent nous on sourit parce qu'on dit ouais, le COMEX, il faut arriver avec 3 couleurs. Mais mettez-vous à leur place la quantité d'informations qu'ils doivent digérer. Donc la première chose, c'est d'arriver avec des choses simples, des métriques qu'ils comprennent. Exemple, ça va être le nombre de signalements des attaques par phishing. Ça, ils comprennent parce qu'ils voient l'évolution en tendance et ils voient l'explosion des chiffres. Ce qu'on doit aussi expliquer, c'est la sinistralité, l'évolution de la valorisation de la sinistralité des sociétés qui sont un peu équivalentes. Et donc là, ils vont se projeter, et chez nous, c'est comment? Ah oui, il est arrivé tel sujet à tel partenaire ou à telle société voisine, là, ça va leur parler. Mais bon, de grâce, mon conseil de vieux schnock, c'est arrêter les rosaces de maturité, etc. C'est pas ça qui compte. Le COMEX, ce qui compte pour lui, c'est d'être rassuré et de savoir qu'on met l'argent au bon endroit, de savoir que la chaîne de défense, elle subit des attaques, mais qu'elle fonctionne. Donc c'est ça qui compte pour le COMEX. Et puis, où est-ce qu'on en est en matière d'engagement économique? Sauf que je pense qu'on est quand même assez nombreux à se dire qu'il faut des indicateurs simples, mais c'est tout sauf simple d'arriver à donner des bons indicateurs pertinents à une direction générale. Alors en fait, là il faut être malin et s'inspirer de la nature des indicateurs qu'ils ont l'habitude de digérer.
c'est comme mon équipe de sportifs, etc. Donc il faut c'est pas au RSSI d'inventer une nouvelle logique de restitution, c'est à lui d'être malin et de se dire, ben voilà, dans la boîte, on préfère ça peut paraître ultra basique ce que je raconte, mais dans l'entreprise, on préfère les histogrammes ou on préfère les chiffres. Ok. Dans l'entreprise, on préfère des schémas ou on préfère du texte. C'est à lui de s'adapter. Et l'astuce, c'est de se dire, je dois me mettre dans la position du plus béotien possible, et est-ce qu'un béotien, il comprend ce que je raconte? Et à partir de ce moment-là, on va monter, ça ne veut pas dire qu'il faut infantiliser le COMEX, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais simplement, c'est un excellent exercice. Dans tous nos indicateurs, dans tout ce que l'on utilise, et c'est normal pour manager nos équipes, pour manager notre efficacité, est-ce que c'est audible pour un membre du COMEX? La réponse est non. Le COMEX, in fine, qu'est-ce qu'il veut savoir? C'est est-ce que je maîtrise mes risques? Est-ce qu'on est en danger? Oui ou non? C'est ça qui compte. Et combien ça coûte? Et quand, bien évidemment, quand je dis on maîtrise les risques, ça veut dire que ce n'est pas non plus un budget illimité. En fait, ce que tu es en train d'écrire là, encore une fois, selon ma compréhension, c'est ni plus ni moins que la base d'une transformation et de change management. Alors, il y a du change, mais pas uniquement vers le COMEX. Il y a du change également dans le pilotage de l'activité cyber, puisque ça devient une ligne d'activité commune. Un autre indicateur qu'on aime bien, c'est typiquement en fonction de l'évolution de la maturité et des projets, et l'impact sur la prime de cyberassurance. Ça, c'est des choses qui fonctionnent plutôt bien en général, qui est compris notamment et surtout par un DAF. Alors, oui, mais. Alors, oui, sur le principe, c'est très intéressant. Mais en réalité, ce qu'il faut expliquer, c'est que l'on maîtrise la hausse de la prime, parce que les primes augmentent chaque année. Donc si ton DAF il croit que tu vas diminuer la prime, en réalité c'est assez rare. Par contre, tu vas freiner son augmentation et tu vas là avoir de faire des économies d'échelle avec ce qu'on avait appelé des coûts évités. J'étais un peu trop motivé dans le... Donc là, on parle finalement de la relation entre un CISO, un RSSI et un COMEX quand tout va bien. Et en cas de crise, alors, comment ça se passe? On comprend bien qu'il faut qu'ils se serrent les coudes. On imagine bien qu'il y a forcément un avant et un après-crise dans la relation entre le RSSI et son COMEX. Comment tout ça, ça peut s'articuler selon toi? Alors, ce qui est attendu de la part du responsable sécurité, c'est que lui, il intervient avant la crise. Ça veut dire qu'on doit toujours avoir quelque part la trousse de secours prête au cas où. Et ensuite, quand la crise survient, eh bien très très vite, ça matérialise le fait qu'une crise cyber, ça n'existe pas. Enfin, je fais ça pour faire l'effet de manche. En réalité, on va avoir une crise d'origine cyber, et c'est l'ensemble de l'entreprise qui va se mobiliser. Et là, on va voir apparaître des vrais leaders, les vrais sponsors, les vrais propriétaires du risque. D'un seul coup, tu vas les voir apparaître. Parce que c'est eux qui vont prendre le lead sur la nouvelle relation client, c'est eux qui vont prendre le lead sur la nouvelle relation avec les tutelles, etc. C'est eux qui vont prendre la nouvelle relation avec les médias. Et là, tu vois apparaître des acteurs qui étaient propriétaires d'une part des risques et qui forcément ne le savaient pas toujours. Et le responsable sécurité, c'est là où il va devoir passer backstage et être l'homme, quelque part, plus l'homme de l'ombre, mais le véritable chef d'orchestre. Mais il ne sera pas mis sous le feu des projecteurs. À l'inverse, une fois la crise résolue, c'est quelqu'un qui va naturellement être particulièrement écouté du COMEX. Ça va changer la relation. Donc le défi pour les RSSI, c'est d'avoir une relation avec son COMEX telle qu'elle aurait lieu s'il y avait eu une crise. Et à partir du moment, et c'est un bon indicateur, c'est-à-dire si un RSSI arrive à parler à son COMEX avant la crise, comme il va probablement lui parler après la crise, alors il a gagné, alors il est prêt. Sauf qu'on est en France, et qu'en France, si on n'a pas eu de crise avant, c'est que ça ne viendra pas dans le futur non plus. Alors, ça c'est, pour le coup, ça illustre le niveau de maturité. C'est-à-dire, bon, la crise, non, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Mais de plus en plus,
il y a plus d'une entreprise sur deux qui est victime d'une cyberagression. Donc aujourd'hui, le fameux orage, toutes les entreprises savent bien que la question désormais, ce n'est plus de savoir si on va avoir un pépin, c'est de se dire quand est-ce que je vais l'avoir et est-ce que je suis prêt. C'est surtout de se dire est-ce que je suis prêt. Merci. Si on essaie de conclure un peu l'atelier, on se rend compte qu'au final, il y a plusieurs sujets qui ressortent. Il y en a un premier que moi je comprends qui est qu'il y a un besoin de dialogue fort entre le RSSI et son COMEX. Il y a un besoin de changement de posture évident. Tu parlais de business partner sur les éléments de stratégie, d'efficience opérationnelle, de gestion des coûts, qui sont pour moi les éléments importants. Et le fait d'avoir à conjuguer quelque part ce triptyque dont on parlait, qui est sécurité, conformité et encore une fois gestion des coûts. Alors, il y a un élément qu'on n'a pas abordé, on ne va pas relancer l'atelier, mais on n'a pas le temps, c'est qu'en fait, la responsabilité du business partner cyber, c'est la gestion capacitaire. Et il y a un sujet dont on n'a pas eu le temps de parler, c'est la gestion des compétences. Donc il est attendu là-dessus aussi, sur la gestion des compétences de sa ligne, des acteurs de sa ligne d'activité. Donc ça, c'est quelque chose que le RSSI moderne doit aussi avoir en responsabilité. Donc ça fait quand même beaucoup de responsabilités. Donc on voit bien que derrière, c'est plus l'œuvre d'une seule personne, mais c'est l'œuvre d'une communauté. C'est bien pour ça qu'on parle de fonction sécurité dans l'entreprise et pas uniquement de... Enfin, ça fait longtemps qu'on parle plus de sécurité au sens vertical, quoi, mais vraiment comme une fonction achat ou RH, encore une fois, qui doit soutenir le business. Alors, sans que, même si c'est un peu connoté en France, parce qu'on le traduit mal, mais en fait, la cyber, c'est devenu une fonction support comme une autre. Et dans certaines entreprises, c'est aussi une fonction qui va permettre de conférer un avantage concurrentiel. Et en tout cas, c'est une fonction qui doit éviter le handicap concurrentiel. Donc pour faire ça, il ne faut pas surtransposer, etc. Donc il faut trouver le bon réglage, le bénéfice-risque en permanence. Ok, merci. Je pense qu'on a terminé. En tout cas, on doit absolument respecter le timing. Donc, il vous reste 2 minutes si vous avez des questions. Avec plaisir pour... Messieurs, allez-y. Bonjour, merci Bernard. Emmanuel, Assosystème. Comment toi, tu te prépares quand tu vas en COMEX? Et qu'est-ce que tu attends de la réunion avec ton COMEX? Bon, alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'y vais plus en COMEX, donc maintenant, je peux parler plus librement. Bon, à chaque fois que je suis allé en COMEX, je suis arrivé dans ma mallette une décision à obtenir. Lors d'un passage COMEX, plus d'une décision, c'est très très ambitieux. Si tu ressors avec une décision prise, c'est bien. Et le COMEX te rendra grâce de ne pas avoir été une session informative, mais d'avoir été une session conclusive. Ça aussi, c'est une technique. Dans le dialogue avec le COMEX, c'est pas juste les informer, c'est aussi les faire décider. Alors la décision, elle doit être préparée. Mais moi, à chaque fois que je suis passé en COMEX, l'objectif, c'était à la fois de leur donner un point de situation, leur donner également la vision du futur et leur rendre compte de l'activité, de manière à ce qu'ils continuent de me faire confiance et en l'occurrence qu'ils continuent de me donner les moyens que je demandais. Donc une justification des moyens estimés. Jean-François Caillard et Vitel, on est une ESM qui conseillons les ciseaux. Ma question, vous avez dit que le ciseau se retrouve au centre de la contrainte budgétaire, réglementaire et évidemment de la résilience. Et sous la contrainte budgétaire, la conformité tente à l'emporter dans beaucoup de cas par rapport à la résilience. Qu'est-ce que vous conseillez pour protéger la résilience face à la contrainte budgétaire? Alors là aussi, ça va dépendre du niveau de maturité du DAF, du niveau de maturité du directeur des risques, de la direction générale et du responsable de sécurité. Donc là, la technique, c'est de dire, je simule les impacts par rapport aux prises de décision. En disant, si je mets 1 euro là,
alors voilà la zone à risque et voilà les conséquences possibles. Et on va le décliner ainsi de suite. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'à un moment donné, il va falloir arbitrer et ne faire de la conformité que lorsqu'elle est, je dirais, obligatoire, complète au sens du métier. Typiquement, dans le domaine financier, la conformité est binaire. C'est pour un certain nombre de réglementations. On est compatible SOX 2 ou on ne l'est pas. Il y a difficilement des chemins intermédiaires. Par contre, sur toutes les autres réglementations, le sujet, ça va être de dire voilà l'apport fonctionnel, l'apport opérationnel de l'euro que je mets. Et voilà comment je minimise, je réduis le risque résiduel. Et là, derrière, je le rappelle, hein, le COMEX, en permanence, il pilote les risques. Et donc là, il va voir l'impact et il va voir qu'il y a un intérêt à repositionner certains budgets pour faire de la résilience, quitte à différer la totale conformité, voire une autre logique qui va être de provisionner, je rentre un peu au bit and byte, mais on va provisionner le risque lié à la non-conformité. Donc là, c'est un dialogue de personnes de haut niveau avec la direction des risques et avec la direction financière. Bon, les juristes n'aiment pas quand on dit qu'on va commencer qu'on va provisionner du risque juridique. Mais dans la vraie vie, à un moment donné, et c'est souvent devant le COMEX que ça se termine, c'est-à-dire, bon, dans la priorisation d'emploi, le meilleur schéma possible, c'est celui que je vous propose, et puis derrière, ça décide. Pour compléter peut-être sur un autre angle, je pense que des exercices de crise et un plan d'entraînement bien fait, pas uniquement des tabletops, des workshops, par exemple des tirs de ransomware blanc, honnêtement, moi je l'ai fait, je l'ai vu, l'impact de ça sur une direction générale comprend bien que sans informatique, on a un problème. C'est pas uniquement théorique, ça peut être très très pratique. Merci beaucoup. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci Bernard.